Le point sur le coup d'État en Côte d'Ivoire. Ils ont capturé Ouattara, puis lui ont demandé de faire l'impensable en direct à la télévision. Le pouvoir ne meurt pas en silence. Parfois, on le prend, et parfois on le force à avouer. Le monde pensait que c'était fini. Le coup d'État en Côte d'Ivoire s'est conclu par la chute du président Alassane Ouattara. Mais ce qui a suivi était bien plus dangereux qu'un coup d'État militaire. C'était un règlement de compte. À 4h36 du matin, le deuxième jour du soulèvement, une image classifiée a fuité. Ouattara, vivant, assis sous la garde de l'armée. Calme, digne, mais indéniablement vaincu. Ni en exil, ni exécuté, mais détenu par sa propre armée. La photo a brisé le récit international. Ouattara n'a pas échappé au massacre, comme l'ont affirmé les médias occidentaux. Il était en Côte d'Ivoire et on lui demandait de faire l'impensable. L'homme qui était arrivé au pouvoir grâce aux références du FMI, soutenu par la France et loué par Washington, était désormais à la merci d'une jeune génération d'officiers nationalistes, menée par un homme qui allait bientôt faire trembler toutes les ambassades d'Abidjan, le général Sékou Doumbia. Il n'était pas une célébrité. C'était un soldat discipliné et silencieux avec un seul objectif. Ouattara est arrivé au pouvoir avec l'Occident. Qu'il quitte le pouvoir en le rejetant. Ce n'était pas une vengeance. C'était du symbolisme, une déclaration à l'Afrique et au monde que l'ère des marionnettes et des marionnettistes était révolue. Pendant des décennies, l'Afrique a été obligée de choisir entre le silence et la survie. Mais aujourd'hui, un ancien président est invité à choisir entre l'héritage et la loyauté. Et le monde retint son souffle. Chaque révolution a son général de l'ombre, jusqu'au jour où il entre dans la lumière. Avant le coup d'État, le général Sékou Doumbia était presque inconnu en dehors des cercles militaires. Pas d'apparition médiatique, pas de fuite, pas d'extravagance, juste un casier judiciaire vierge et une progression discrète dans les rangs. Mais au sein de l'armée ivoirienne, il était tout autre chose. Un symbole de dignité et une force soumise au poids politique. Né à Korogo, élevé pendant les turbulences de la guerre civile, Doumbia a été témoin de la façon dont la politique transformait les soldats en pions et les généraux en garde du corps des présidents, et non en protecteurs du peuple. Il a étudié la doctrine militaire au Mali, la stratégie au Soudan et la réponse à l'insurrection au Burkina Faso. Non pas par le biais de programmes occidentaux, mais grâce à des alliances nouées entre les académies de défense africaines souveraines. Il a refusé les invitations de formation de la France. Il a restitué toutes les primes offertes pour réprimer les manifestations. Et il n'arrêtait pas de poser la question que beaucoup craignaient de soulever. À qui sert réellement l'armée ? En 2024, les hauts gradés le considéraient comme une menace. Mais les jeunes soldats, eux, le voyaient comme une boussole. Alors, lorsque l'ordre de réprimer une nouvelle vague de manifestations à Obobo est arrivé, Doumbia a fait quelque chose d'inédit. Il a refusé. Cette nuit-là, des dizaines de soldats l'ont rejoint. En 48 heures, il avait la loyauté de 3 bataillons majeurs et le contrôle des principales voies de transport à destination et en provenance d'Abidjan. Doumbia, quand tu demandes, parle et dis la vérité sur ceux que tu as servis. Il ne s'agissait pas seulement de renverser un régime. Il s'agissait de faire tomber les hauts gradés qui le considéraient comme une menace. Mais les jeunes soldats, eux, le voyaient comme une boussole. Alors, lorsque l'ordre est arrivé de réprimer une nouvelle vague de manifestations à Obobo, Doumbia a fait quelque chose d'inédit. Il a refusé. Cette nuit-là, des dizaines de soldats l'ont rejoint. En 48 heures, il avait la loyauté de 3 bataillons importants et le contrôle des principales voies de communication entrant et sortant d'Abidjan. Il n'a pas publié de manifeste. Il n'a pas réclamé le pouvoir. Il a marché sur le palais, a pris Ouattara sans effusion de sang et n'a formulé qu'une seule demande. Parle et dis la vérité sur ceux que tu as servis. Il ne s'agissait pas seulement de renverser un régime. Il s'agissait de déconstruire son discours. Doumbia ne voulait pas devenir le prochain dirigeant. Il voulait d'abord briser l'illusion que les dirigeants africains étaient véritablement aux commandes. On ne peut pas briser la machine si on ne nomme pas la main qui la fait tourner. Dans les heures qui ont suivi la capture de Ouattara, aucun coup de feu n'a été tiré. Aucun pillage. Aucun chaos. Et c'était intentionnel. Le général Doumbia voulait que le monde comprenne. Ce n'était pas un coup d'ambition. Ce fut un véritable coup d'éclat. Dans une base militaire fermée aux abords de Yamoussoukro, le président déchu reçut des soins médicaux, de la nourriture et une demande écrite. C'était simple, juste un paragraphe lu à voix haute à la télévision nationale.
Moi, Alassane Ouattara, je reconnaissais que certains aspects de ma gouvernance étaient façonnés et guidés par l'influence étrangère. Et je reconnaissais le droit de la Côte d'Ivoire à déterminer son destin politique et économique sans ingérence. Au début, il refusa. Il était fatigué, acculé, embarrassé, mais pas brisé. Il croyait que l'Occident viendrait le chercher. Que la France condamnerait. Que les États-Unis exigeraient sa libération. Mais personne ne le fit. Ils restèrent silencieux, attendant, pesant leurs options. Et ce silence commença à l'étouffer. Pendant ce temps, les forces de Doumbia divulguèrent des documents choisis, des contrats secrets, des paiements offshore, des accords sur les ressources signés avec des entreprises françaises sans l'approbation du Parlement. Elles ne le diffamèrent pas. Elles l'étouffèrent sous les reçus. Un seul dossier révéla qu'une seule entreprise énergétique européenne avait versé 82 millions de dollars en conseil en développement sur un compte remontant à l'entourage proche de Ouattara. Ce n'était pas un scandale. C'était la confirmation de ce que la population avait toujours soupçonné. Puis vint le deuxième message de Doumbia. Non pas à Ouattara, mais au peuple. Nous n'avancerons pas tant que le passé n'aura pas reconnu ce qu'il était. La Côte d'Ivoire n'exigeait pas d'excuses. Il exigeait des aveux. Car la véritable indépendance ne commence pas par des élections. Elle commence par la vérité. Ce qui brise un homme, ce ne sont pas les chaînes. C'est le silence, suivi de la clarté. Pendant 3 jours, Alassane Ouattara est resté silencieux. Le monde extérieur spéculait. Les médias internationaux continuaient de présenter l'histoire comme une assignation à résidence, une transition négociée ou une instabilité temporaire. Mais à l'intérieur des murs de la base militaire, la réalité était bien différente. Ouattara n'était pas torturé. On lui rappelait, page après page, dossier après dossier, les conséquences de sa présidence. Les permis miniers accordés sans examen parlementaire, le déploiement de gendarmes pour réprimer les manifestations anti-CFA franques, le renouvellement discret des accords d'accès militaire français en échange de la clémence du FMI. Chaque matin, les envoyés de Doumbia lui remettaient un dossier. Chaque soir, on lui offrait la possibilité de répondre, non pas à eux, mais à la population. Mais il refusa, jusqu'au 4e jour, un instant filmé discrètement. Ouattara, assis en uniforme, se pencha en avant et murmura. Si je parle, ils m'abandonneront, et si je ne parle pas, je m'abandonnerai. Et voilà. Ni la peur, ni la fierté, mais la conscience d'un homme qui réalisait que ses sponsors étrangers ne le soutenaient plus. Partout sur le continent, les dirigeants africains observaient la scène, certains terrifiés, d'autres impressionnés. Car il ne s'agissait pas seulement de la chute d'un président. C'était l'avènement d'un nouveau type de responsabilité, une responsabilité que ni les ambassades ni les dollars ne pouvaient réduire au silence. Pendant ce temps, à Abidjan, les gens se rassemblaient, non pas en signe de protestation, mais en silence. Devant le bâtiment de la RTI, des citoyens se sont assis pendant des heures avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Laissez-le parler. Avant les élections, écoutons la vérité. Nous pardonnons, mais pas sans confession. » Ce n'était pas de la vengeance. C'était une thérapie nationale. Le général n'avait pas demandé la reddition. Il avait exigé la vérité. Et ce faisant, il avait instrumentalisé quelque chose de bien plus puissant que la peur, la conscience. Le silence n'est jamais neutre. Parfois, c'est de la complicité. Alors que la Côte d'Ivoire retenait son souffle en attendant la prochaine action d'Ouattara, le monde occidental était silencieux. Étrangement silencieux. Il n'y a eu aucune tentative officielle de sauvetage. Pas de convoi diplomatiques urgents. Pas de menace de sanctions ni de session d'urgence de l'ONU. Pourquoi ? Parce que la France, l'UE et les États-Unis étaient calculateurs. Défendre publiquement un dirigeant déchu, connu pour ses accords secrets et sa répression politique, alors que les preuves de corruption inondaient les réseaux sociaux, serait un désastre en termes de relations publiques. Ils avaient une décision à prendre. Condamner le coup d'État et risquer une réaction négative à l'échelle continentale, ou rester silencieux et laisser un atout vieux de plusieurs décennies tomber discrètement dans l'oubli. Ils ont choisi l'endiguement. Les déclarations des capitales occidentales utilisent le même langage éculé. Nous appelons à la retenue. Nous appelons au calme et au dialogue. Nous suivons la situation de près. Mais sur le terrain, les Ivoiriens ne suivaient pas. Ils étaient en mouvement. Les universités ont commencé à organiser des forums ouverts sur l'héritage du régime Ouattara. Des professeurs, dont beaucoup étaient autrefois silencieux, ont parlé ouvertement de la façon dont la souveraineté avait été troquée contre la stabilité.
Un économiste renommé de l'université Phoenix Houphouët-Boigny a tenu un discours devenu viral. Nous n'étions pas gouvernés. Nous étions dirigés. De l'étranger. Pendant ce temps, les documents publiés par l'administration Doumbia avaient une portée bien au-delà de la Côte d'Ivoire. Au Sénégal, au Mali, au Tchad et en RDC, des militants ont commencé à recouper les accords commerciaux de leur propre gouvernement, se demandant combien de dirigeants cédaient discrètement des richesses nationales en échange de faveurs internationales. Le coup d'État était devenu plus qu'un événement national. C'était désormais un référendum continental sur l'emprise postcoloniale de l'Occident. Dans le camp militaire, Ouattara le savait aussi. Chaque fois qu'il hésitait à parler, un écran était installé, montrant la foule qui grandissait à l'extérieur, attendant juste un moment d'honnêteté. Et le 7e soir, il demanda enfin, « Si je parle, cela changera-t-il quelque chose ?» Le général Doumbia répondit, « Oui, car vous étiez leur instrument. Mais vous pouvez choisir de ne pas mourir comme tel. » L'Occident regardait son illusion se défaire, et dans les ruines, l'Afrique observait autre chose. Un homme confronté au système même qu'il avait autrefois couronné roi. Tout empire a un moment qu'il ne peut effacer. Pour la France, c'était celui-là. Au matin du 8e jour, l'inattendu se produisit. Une diffusion nationale fut annoncée. Les chaînes de télévision libérèrent leurs programmes. Les antennes relais des grandes villes furent renforcées. Des milliers de personnes envahirent les cafés, les maisons, les marchés, partout où il y avait un écran. Puis, l'écran devint noir et se fondit sur une image que personne ne pensait revoir un jour. Alassane Ouattara, assis, posé, vêtu d'une simple veste grise. Pas d'écharpe présidentielle, pas de drapeau, juste un micro. L'émission n'avait ni titre, ni filigrane, ni logo d'État. C'était une confession. Je parle aujourd'hui non pas en tant que président, mais en tant que fils de ce pays qui s'est égaré. Le silence s'est installé dans la salle. Je croyais faire ce qui était nécessaire. Je croyais qu'un partenariat avec l'Occident apporterait la prospérité. Mais en vérité, j'ai laissé la Côte d'Ivoire se plier aux intérêts étrangers. Nous n'avons pas grandi, nous avons été dirigés, et je les ai aidés à y parvenir. Il n'y a eu ni larmes, ni gestes spectaculaires, juste le dénouement de décennies de tromperies diplomatiques. Il a confirmé des contrats miniers secrets signés à l'insu du public, des pressions des ambassades occidentales pour emprisonner des figures de l'opposition, le renouvellement tacite de l'accès militaire français en échange d'une remise de dette, la marginalisation des militants panafricains sous les ordres directs des services de renseignement européens. Mais le discours le plus puissant est peut-être venu vers la fin. Nous ne nous sommes pas battus pour l'indépendance pour devenir les administrateurs d'un scénario étranger. À la jeunesse africaine, brisez le scénario. À ma génération, nous avons failli à votre devoir. Mais vous ne devez pas faillir à votre devoir envers vous-même. Et sur ce, l'écran redevint noir. Pas d'hymne, pas de salut militaire, juste le silence. Mais cette fois, c'était un silence de compréhension. Partout en Afrique de l'Ouest, les larmes coulèrent. Non pas pour Ouattara, mais pour ce qui avait été volé au nom du développement et de la diplomatie. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les soldats ont interrompu leur entraînement pour regarder. En France, le Quai d'Orsay s'est empressé de rédiger une réponse. Une réponse qui ne sonnerait pas comme une mise en accusation de toute sa politique en Afrique francophone. À Abidjan, le général Doumbia, seul, observait depuis une pièce isolée. Il n'applaudissait pas. Il ne parlait pas. Il hochait simplement la tête. Le général n'avait pas demandé une performance. Il avait demandé la vérité. Et il l'a obtenue. De la part du dernier homme qu'on aurait pu imaginer. Il n'a jamais été question d'un seul homme. Il s'agissait de tous. La confession publique d'Alassane Ouattara a eu un écho bien au-delà de la Côte d'Ivoire. Au Sénégal, des étudiants se sont rassemblés aux portes du Parlement, brandissant des pancartes. Si Ouattara a pu l'admettre, Macky le peut aussi. Au Gabon, d'anciens contrats d'État ont été divulgués par des fonctionnaires anonymes. Au Tchad, un colonel militaire a publié un seul mot en ligne, « respect ». Et au cœur du continent, en République démocratique du Congo, un analyste panafricain a déclaré en direct à la radio. Pour la première fois dans l'histoire post-indépendance, un ancien dirigeant d'un État africain francophone a admis que la souveraineté était une illusion. Et il l'a fait devant la caméra, volontairement. Ce n'était pas seulement historique. C'était dangereux pour ceux qui servaient encore les mêmes intérêts. À l'Union africaine, un sommet prévu a été soudainement perturbé, ont affirmé les dirigeants. Certains ont salué la stabilité de Doumbia grâce à son approche fondée sur la vérité.
D'autres, toujours attachés au patronage français, ont averti que cela créait un dangereux précédent. Mais le véritable débat ne se déroulait pas dans des salles de marbre. Il se déroulait dans des salles de classe, des mosquées, des églises et des camps de réfugiés. Des mères racontaient à leurs enfants que cet homme avait enfin dit ce que nous savions déjà. Des professeurs d'université actualisaient leurs cours. Les podcasts politiques ont connu une popularité fulgurante. Une nouvelle expression est devenue tendance sur les réseaux sociaux africains. Même les communautés de la diaspora africaine à Paris, Bruxelles et Montréal ont commencé à organiser des projections du discours, suivies de tables rondes. Mais pour le général Doumbia, il n'y a pas eu de célébration. Son œuvre n'était pas terminée. Il s'est adressé à la nation le lendemain, non pas avec des défilés ou des drapeaux, mais avec des mots sobres. La Côte d'Ivoire a reçu la vérité. Maintenant, nous devons la consolider, non pas pour punir le passé, mais pour protéger l'avenir. Il a exposé les prochaines étapes. Une commission vérité et souveraineté pour examiner tous les partenariats étrangers. Une nouvelle charte civile sera rédigée par un panel de juges, d'agriculteurs, d'étudiants et d'ingénieurs. Une feuille de route de 12 mois vers les élections. Les candidats étant exclus du financement de campagne à l'étranger, l'Afrique avait longtemps été contrainte de choisir entre le silence et la rébellion. Mais aujourd'hui, on lui offrait une opportunité plus rare, la réflexion. Quand la marionnette parle, le marionnettiste doit faire comme s'il n'avait jamais tiré les ficelles. Après les aveux de Ouattara, la France était en crise. L'Élysée a convoqué des conseillers d'urgence. L'ambassadeur de France à Abidjan a demandé une réunion à huis clos avec le général Doumbia, et les médias français se sont empressés de contrôler la situation. Ils ont tenté de présenter les aveux comme une manipulation émotionnelle sous la contrainte. Un résultat regrettable de l'instabilité post-coup d'État. Une représentation erronée du rôle bienveillant de la France en Afrique de l'Ouest. Mais personne n'y croyait. Ni à Abidjan. Ni à Dakar. Ni même à Paris. Même de jeunes militants français d'origine africaine se sont rassemblés devant l'Assemblée nationale en scandant « L'Empire s'effondre ». Et l'Empire le savait. La véritable crainte à Paris n'était pas que Doumbia ait pris le pouvoir. C'était qu'il n'ait pas essayé de le conserver. Hitchd ne cherchait pas l'approbation. Il ne jouait pas le même jeu. Il réécrivait les règles. Pendant ce temps, les États-Unis adoptaient leur position favorite, l'indifférence calculée. Une brève déclaration du département d'État disait « Nous soutenons les transitions pacifiques et saluons les services du président Ouattara ». Mais personne n'a manqué l'omission. Il n'y avait aucune mention du discours. Aucune condamnation du coup d'État. Aucune référence à Doumbia. Washington n'était pas désorienté. Il était nerveux. Les dominos s'alignaient. Si la Côte d'Ivoire a pu y parvenir sans s'effondrer, qu'est-ce qui a arrêté le Cameroun? Le Togo? Le Gabon? Le Bénin? Pendant ce temps, la Russie et la Chine ont adopté des approches très différentes. La Chine a proposé des accords d'infrastructure en quelques jours. La Russie a proposé des partenariats de formation militaire et des accords d'extraction minière conjointe. Mais Doumbia est resté impassible. Sa réponse? Nous ne changeons pas de maître. Nous assumons nos responsabilités. Pas d'alliance. Pas de dépendance. Au lieu de cela, le Conseil a annoncé un modèle de partenariat continental, un cadre diplomatique open source invitant les nations africaines à commercer, à sécuriser et à construire ensemble, sur la base du respect, et non du contrôle. Pendant des décennies, les puissances étrangères ont craint l'instabilité en Afrique. Mais ce qu'elles redoutaient encore plus, c'était la clarté. Et la Côte d'Ivoire venait de tout affirmer sans équivoque. La libération ne se produit pas lorsque les chaînes sont brisées. C'est lorsque l'on ne fait plus jamais confiance aux mains qui les tenaient. 3 semaines après les aveux télévisés de Ouattara, la Côte d'Ivoire a commis l'impensable. Elle a ouvert son avenir au peuple. Le conseil du général Doumbia a lancé l'Assemblée constituante populaire, un processus national visant à réécrire le document fondateur du pays. Mais ce comité n'était pas issu d'une assemblée d'en haut. Les agriculteurs de l'université de Korogo, les étudiants du marché de Buac, les femmes d'Abidjan et les pêcheurs de Sassandra, les anciens, les enseignants, les ingénieurs et même les membres rapatriés de la diaspora ont tous eu voix au chapitre. La réunion a été retransmise en direct, transcrite et débattue dans les parcs publics et les cafés. Et au cœur de tout cela se trouvait une question. Comment garantir la souveraineté, non seulement en théorie, mais aussi en pratique? Les propositions ont afflué.
Interdire l'exploitation des bases militaires étrangères sans référendum public. Interdire le financement des campagnes électorales par des gouvernements ou des entreprises étrangers. Introduire dans les écoles des cours d'éducation civique sur le néocolonialisme et la souveraineté économique. Créer un indice national de souveraineté, mis à jour trimestriellement, pour mesurer combien de secteurs clés, comme la santé, l'énergie, la sécurité et l'alimentation, étaient réellement contrôlés par les Ivoiriens. Il ne s'agissait pas d'isolement. Il s'agissait de libération responsable. Une jeune femme de 24 ans s'est présentée au micro et a déclaré « Nous ne voulons pas couper les ponts. Nous voulons simplement être celles qui décident de la direction. » La nouvelle constitution proposait également un changement radical dans la structure de direction. Un conseil exécutif tournant de 5 personnes, élues au scrutin proportionnel régional, remplacerait l'ancien modèle présidentiel. Aucun dirigeant ne pouvait exercer plus d'un mandat de 4 ans. Les pouvoirs d'urgence n'étaient plus liés à des individus, mais à des assemblées de citoyens. Pour de nombreux politologues occidentaux, c'était radical. Pour les Ivoiriens, c'était répressif. Et Ouattara? Toujours en vie, toujours sous protection, toujours observé par le monde, mais plus au centre. Lorsqu'on lui a demandé s'il approuverait la nouvelle constitution, il a répondu depuis une pièce silencieuse « J'ai déjà parlé. Maintenant, qu'il parle plus fort que je ne l'ai jamais fait. » On avait longtemps répété à l'Afrique que son seul choix était entre la tyrannie et la démocratie importée. Mais la Côte d'Ivoire avait proposé une troisième voie, l'appropriation. Les chaînes ont disparu. Le scénario est brisé. Et l'histoire nous appartient désormais. 6 mois après le coup d'État, la Côte d'Ivoire a organisé ses premières élections véritablement souveraines. Aucun consultant étranger. Aucun observateur européen importé. Seulement une coalition de groupes civiques africains, de constitutionnalistes et d'observateurs de la diaspora. La participation était élevée. Les tensions étaient faibles. Il n'y avait pas de défilé militaire. Pas de gardes armés aux urnes. Juste des familles faisant la queue, certaines en silence, d'autres en prière, la plupart pleines d'espoir. La coalition gagnante? Une alliance dirigée par des civils, ancrée dans les principes de la Constitution populaire. Leur programme n'était pas politique. Il était structurel. Reprendre le contrôle des industries stratégiques, investir dans l'autosuffisance alimentaire, annuler ou renégocier tous les contrats signés sous la pression étrangère, enseigner la souveraineté comme une valeur nationale et non comme un slogan politique. Et le général Doumbia? Il a refusé de se présenter. Il a démissionné de son poste de chef d'État par intérim. Il s'est retiré discrètement dans une modeste demeure du nord de la Côte d'Ivoire. Ses derniers mots à la presse, je n'étais pas la révolution. J'étais juste l'homme qui refusait de faire semblant. Alassane Ouattara, désormais simple citoyen, est resté au pays. Il n'a pas fui. Il n'a pas cherché à reconstruire une base. Et lorsque le nouveau gouvernement l'a sollicité pour témoigner lors des audiences de la Commission de la souveraineté, il a accepté, non pas en tant qu'accusé, mais en tant qu'ancien dirigeant ayant choisi de quitter l'histoire avec honnêteté plutôt que de se cacher dans son ombre. Le monde continuait d'observer, mais avec un regard nouveau. Ce que beaucoup pensaient être un autre coup d'État africain raté était devenu quelque chose de complètement différent, une réinitialisation sans effusion de sang. Une confession devenue constitution. Un ancien président devenu exemple. Et une armée qui a restitué le pouvoir au lieu de le reprendre. Partout en Afrique, quelque chose avait changé. L'idée que la souveraineté ne pouvait venir que par la force ou l'imagination a été remplacée par quelque chose de tangible. Courage, clarté et choix collectif. En Côte d'Ivoire, un général a demandé à un dirigeant déchu de dire la vérité. Le monde s'attendait à de la défiance. Ils ont eu droit à l'histoire. Le rythme des tambours ivoiriens s'amplifie. Par-dessus, la voix d'un enfant récite « Nous n'avons plus peur. Nous ne sommes plus empruntés. » Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à ma chaîne.